Kaïma était une fille très fière qui a vécu avec sa riche tante pendant des années. Elle pensait que la richesse de sa tante devait lui permettre de vivre dans le luxe avec une voiture, des vêtements de marque et une allocation mensuelle capable d'égaler celle de ses pairs riches autour d'elle. Sa tante Neka était une femme d'affaires riche avec un tempérament sévère et une réputation de créatrice de richesse. Elle détestait le gaspillage et bien qu'elle ait pourvu à l'éducation, aux vêtements et aux autres besoins essentiels de Kaïma. Son aide était toujours assortie de conditions liées à la discipline, à la gratitude et à l'ambition. La mère de Kaïma, Ngo, était une veuve pauvre qui a perdu son mari peu de temps après lui avoir donné naissance. Ils avaient du mal à joindre les deux bouts et pouvaient à peine se nourrir ou se vêtir lorsque Neka les a recueillis et a décidé de subvenir à leurs besoins. Elle a pris Kaïma comme sa propre fille, subvenant à tous ses besoins, mais malgré cela, Kaïma n'a jamais apprécié tout ce que sa riche tante faisait pour elle. Elle pensait que sa tante Neka était trop méchante et avare et qu'elle méritait plus que ce qu'on lui donnait. Elle le faisait sans se souvenir d'où il venait et des moments où il n'avait rien à manger et priait pour que quelqu'un vienne les sauver. Maintenant, ils vivaient confortablement. Mais Kaïma n'était toujours pas satisfaite. Elle voyait sa tante comme une avare inutilement avare envers eux. Kaïma n'hésitait pas à exprimer ses frustrations à quiconque voulait l'écouter en racontant des histoires sur la cruauté et la méchanceté supposée de ses tantes à leur égard. À ses amis et voisins, Kaïma dépeignait sa tante comme une femme sans cœur, utilisant chaque désir inassouvi comme preuve de sa méchanceté. Chaque fois que sa tante recevait ses vêtements et autres objets nécessaires, Kaïma les critiquait en disant que sa tante pouvait faire mieux. Comment peut-elle m'acheter ces vêtements bon marché alors qu'elle peut se permettre des articles de meilleure qualité? Kaïma disait toujours, exprimant son mécontentement à quiconque voulait l'écouter. Pas étonnant qu'elle soit toujours célibataire à 50 ans. Quel homme épouserait une vieille femme aussi méchante? Kaïma le répétait à plusieurs reprises. Alors qu'elle se moquait de sa tante pour son célibat, un jour Kaïma s'est approchée de sa tante pour lui demander un nouveau téléphone. Sa tante lui avait acheté un téléphone il y a quelques mois, mais Kaïma voulait le téléphone que ses riches amis utilisaient tous. Elle a demandé à sa tante qui a refusé de lui en acheter un, affirmant que rien n'allait mal avec celui qu'elle utilisait actuellement. Tu devrais apprendre à te contenter de ce que tu as, conseilla-t-elle à Kaïma qui roula des yeux et se dirigea en colère vers sa chambre. Pour Kaïma, sa tante n'était rien d'autre qu'une femme sans cœur qui refusait de lui accorder le luxe qu'elle croyait mériter. Après tout, elle n'a pas d'enfant. Pourquoi est-elle si méchante avec moi? Se demanda-t-elle, alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Un après-midi, alors que Kaïma se prélassait à la maison en se plaignant à ses amis de la radinerie de Neka, sa mère, Ngozi, rentra à la maison en larmes. Kaïma était si inquiète de voir sa mère dans un tel état d'esprit. « Maman, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle alors que sa mère l'informait que sa tante Neka était morte. « Morte ?» demanda Kaïma avec stupeur alors que des larmes coulaient de ses yeux. Sa voiture est tombée du pont cet après-midi et a pris feu. La police a appelé pour m'informer qu'elle était morte. Kaïma ressentit un mélange d'émotions à ce moment-là, une lueur de culpabilité persista dans son esprit. Alors que toutes les insultes et les calomnies qu'elle avait proférées contre sa tante commençaient à la traquer silencieusement, elle avait passé des années à calomnier sa tante et maintenant, la femme qu'elle avait accusée de tous ses malheurs avait disparu. Kaïma avait du mal à y croire et souhaitait pouvoir remonter le temps. Les jours passèrent et la famille se rassembla pour la lecture du testament de Neka. Kaïma était assise nerveusement, les mains croisées sur ses genoux. Tandis que l'avocat annonçait que Neka lui avait laissé une part substantielle de sa fortune, y compris sa maison et un énorme compte en banque, Kaïma était tellement abasourdie. « Elle m'a laissé tout ça » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui » confirma l'avocat. Elle espérait que vous honoriez sa mémoire et utiliseriez sa fortune à bon escient. Pendant un bref instant, la culpabilité rongea le cœur de Kaïma, mais elle fut rapidement remplacée par l'excitation. Alors qu'elle imaginait la vie luxueuse qui l'attendait désormais, Kaïma ne perdit pas de temps à profiter de sa nouvelle fortune. Elle prit le contrôle du manoir, remplit son placard de vêtements de créateur et devint l'âme de toutes les fêtes de la ville. Sa richesse lui gagnait l'admiration et l'attention et elle s'en délecta, oubliant les sacrifices que Neka avait faits pour assurer son succès. Mais alors que Kaïma se laissait aller à son nouveau style de vie, elle fermait les yeux sur ceux qui étaient dans le besoin. Sa cousine Chika, qui était l'une des personnes à charge de Neka, s'est approchée d'elle un jour pour lui adresser un appel désespéré. « Kaïma, s'il te plaît, supplia Chika, il ne me reste qu'un semestre, mais je ne peux pas m'inscrire au cours parce que je n'ai pas d'argent. Tu sais à quel point l'éducation était importante pour tante Neka? S'il te plaît, aide. Moi, c'est tout ce dont j'ai besoin pour obtenir mon diplôme. » Kaïma se moqua levant les yeux au ciel. « Chika, tu crois que l'argent pousse sur les arbres? J'ai mes propres dépenses à gérer. De plus, tu devrais être assez grande pour te débrouiller toute seule. »
Maintenant, ne t'attends pas à ce que je sois ton sauveur juste parce que tante Neka n'est plus là. Chika partit en larmes, sachant que ses rêves de finir ses études lui glissaient désormais entre les doigts. Kaima ne semblait pas s'en soucier et Chika souhaitait que tante Neka soit toujours en vie. Le lendemain matin, Chika arriva à nouveau à la maison pour mendier. Elle rencontra la femme de son oncle Adaku, qui était également venue chercher l'aide de Kaima. Leur oncle Elsa était terriblement malade et sa femme Adaku avait besoin d'argent pour ses factures d'hôpital. Kaima organisait une petite fête dans le manoir quand ils arrivèrent, visiblement anxieux et embarrassés. « Kaima, je ne t'aurais pas dérangé si ce n'était pas grave » expliqua Adaku la femme de son oncle. « Ton oncle a besoin d'une opération chirurgicale d'urgence et nous avons essayé tout ce que nous pouvions, mais nous manquons d'argent. Tante Neka n'aurait jamais laissé cela se produire. S'il te plaît, Kaima, aide-nous. » Kaima soupira dramatiquement en sirotant son verre de champagne. « Je suis désolé, mais je ne suis pas une organisation caritative si je commence à aider tous ceux qui viennent frapper à ma porte. Je ferai faillite en un rien de temps. Vous devez arrêter de compter sur moi. J'ai ma propre vie à vivre, » dit-elle à la femme de son oncle, qui s'agenouilla et la supplia de ne pas laisser son mari mourir. Kaima, voyant à quel point ils étaient tous les deux désespérés, leur fit une proposition choquante. « Vous voulez de l'aide ? Très bien, » dit-elle, assise sur le canapé moelleux et sirotant une coupe de champagne. « Si vous voulez mon aide, vous devrez la mériter. Vous ne pouvez pas être paresseux et pauvre en même temps. Travaillez pour moi, dit-elle. » Chika et Adaku la regardèrent stupéfaits du « Travail. De quel genre de travail parlez-vous » demanda timidement Chika tandis que Kaima souriait et roulait des yeux. « En tant que domestique bien sûr, à quoi d'autre êtes-vous bonne ? Toutes les deux, vous devez nettoyer, cuisiner et me servir pour gagner de l'argent avec moi. » leur dit-elle alors qu'ils la regardaient tous les deux choqués. Sa cousine Chika, sans réfléchir à deux fois, accepta parce qu'elle était tellement désespérée de payer ses examens finaux. La femme de son oncle Adaku, ravalant sa fierté, accepta également d'être sa domestique. Elle ne pouvait pas laisser son mari mourir, même si cela signifiait servir une fille qui était assez jeune pour être sa propre fille. Kaima frappa des mains d'un air moqueur en souriant, « Vous commencez tous les deux demain. Et ne soyez pas en retard. Je déteste les retards, » leur dit-elle en partant à la rencontre de ses amis qui l'attendaient. Le lendemain matin, Adaku et Chika reprirent le manoir. Ils passèrent la serpillière et nettoyèrent partout, répondant à tous les besoins de Kaima qui les dominait à chaque occasion. Elle interdisait à tout le monde d'utiliser la machine à laver, ordonnant que chaque lavage soit fait à la main. Sa cousine Chika lavait tous ses vêtements sales et ses culottes à la main. Mais Kaima n'était toujours pas satisfaite et ordonna à Chika de relaver les vêtements encore et encore, affirmant qu'ils étaient toujours malodorants et sales. Un soir, Kaima profitait de son moment de tranquillité dans le salon lorsque la femme de son oncle Adaku s'approcha d'elle pour lui demander de l'argent pour compenser une partie des factures d'hôpital de son mari. L'hôpital a prévenu qu'il ne commencerait pas le traitement de son mari tant qu'une somme d'argent n'aurait pas été versée. Et Kaima, en entendant cela, la regarda avec dégoût. « Alors tu devras faire un travail rapide pour que je gagne l'argent, » dit-elle en donnant à Adaku des piles de vêtements à repasser. « Repassez tous les vêtements et assurez-vous de ne pas en brûler. » Adaku hocha désespérément la tête alors qu'elle prenait les vêtements à repasser. Des heures plus tard, tous les vêtements étaient correctement repassés et Adaku les présenta à Kaima, qui commença à les inspecter les uns après les autres. Après quelques minutes, Kaima remarqua une légère tache sur sa robe blanche préférée. « Adaku, qu'as-tu fait à ma robe ? Sais-tu combien elle est chère ? Toute ta génération, même les enfants à naître, ne peut pas se permettre cette pièce de créateur, et tu as le courage de l'attacher avec tes mains sales. » Kaima dit à la femme de son oncle Adaku, qui commença à implorer son pardon, promettant de la laver immédiatement. Kaima se mit en colère, gifla violemment Adaku au visage et s'éloigna en disant qu'Adaku ne devrait pas s'attendre à de l'argent d'elle après ce qu'elle avait fait. « Vous, pauvres imbéciles, apprendrez à vos dépens que l'argent n'est pas facile à trouver, » dit-elle en sortant en colère. Adaku pleura amèrement. La vie de son mari était en jeu, mais elle était là, faisant tout son possible pour faire plaisir à Kaima, qui ne semblait pas apprécier la gravité du problème. Elle décida alors d'approcher la mère de Kaima qui la repoussa en disant que rien de tout cela ne la concernait. « La prochaine fois, tu sauras qu'il ne faut pas faire d'erreurs aussi coûteuses, » dit-elle à Adaku, qui se tenait là, brisé et frustré. Adaku décida alors de supplier Kaima une dernière fois devant ses riches amis, qui venaient de lui rendre visite, et Kaima, avec un sourire malicieux sur le visage, lui ordonna de danser pour eux. « Si tu danses pour nous, je te donnerai l'argent que tu as demandé, » dit Kaima à Adaku, qui n'eut d'autre choix que de danser devant les riches amis de Kaima qui rirent et firent des vidéos d'elle en train de danser. Ils ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux et Adaku est devenu la risée en ligne. Chika du bout du couloir regardait Kaima humilier la femme de son oncle devant ses riches amis.
Elle s'approcha d'eux avec colère, réprimandant Kaïma pour son comportement indiscipliné. « Comment peux-tu humilier une femme assez âgée pour être ta mère? N'as-tu pas de conscience ?» dit-elle. Kaïma qui se leva avec colère et versa son verre de vin sur son visage. « Regarde ici, paysanne, tu n'as pas le droit de me parler comme tu l'as fait. Mets-toi à genoux et excuse-toi ou dis au revoir à tes examens finaux, » dit Kaïma à Chika qui s'agenouilla et la supplia de lui pardonner. Chika savait à ce moment-là qu'elle menait une bataille perdue. Elle devait faire tout son possible pour obtenir l'argent pour ses examens, même si cela signifiait s'agenouiller et demander pardon. Kaïma se sentait au sommet du monde en regardant sa cousine s'agenouiller devant elle. Elle se souvenait de l'époque où elle admirait Chika et souhaitait lui ressembler, mais maintenant elle s'agenouillait devant elle. La nouvelle de la méchanceté de Kaïma se répandit rapidement et la même admiration dont elle jouissait autrefois se transforma en ressentiment. Les gens chuchotaient dans son dos, la traitant d'ingrate et de sans cœur. Malgré cela, Kaïma ne semblait pas s'en soucier alors qu'elle profitait de sa richesse seule avec sa mère qui ne se souciait pas de lui conseiller de changer, mais se délectait plutôt du luxe que la nouvelle richesse de Kaïma avait apporté à leur vie. Sa mère, Gozi, enfouissait sa conscience sous des vêtements et des chaussures coûteux. Elle justifia le comportement de Kaïma en lui disant qu'elle méritait tout cela et plus encore. « Ne laissez personne vous culpabiliser en vous obligeant à donner ce qui vous appartient, » dit-elle à Kaïma, qui devenait de plus en plus méchante et contrôlante à mesure que les jours passaient. Son droit de prétention s'est accru sans contrôle alors qu'elle a commencé à organiser des fêtes extravagantes dans le grand manoir, à afficher sa richesse sur les réseaux sociaux et à ignorer le fossé grandissant entre le reste de sa famille et elle-même. Pour Kaïma, leur désapprobation n'était rien d'autre que de la jalousie et elle n'était pas prête à prêter attention à ses détracteurs. Un matin, une vieille femme s'est approchée du grand manoir pour mendier de la nourriture. Kaïma sortait du manoir lorsque la vieille femme s'est approchée. De son véhicule, Kaïma a légèrement baissé sa vitre teintée, ses lunettes de soleil de marque perchées sur son nez. La vieille femme, vêtue de vêtements en lambeaux et s'appuyant lourdement sur une canne, a supplié « Ma fille, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. S'il te plaît, aide-moi avec juste un peu de nourriture ou d'argent pour acheter quelque chose à manger. » Les lèvres de Kaïma se retroussèrent en un ricanement. « Est-ce que je ressemble à un restaurant pour toi ? Pars supplier quelqu'un d'autre. Je ne suis pas responsable de tes problèmes. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes alors qu'elle la fixait. « Que Dieu te juge pour ton manque de gentillesse. » Marmonna-t-elle alors que Kaïma remontait sa vitre et partait, laissant la pauvre femme debout dans l'allée du manoir. « Ces gens pensent que parce que je suis riche, je leur dois quelque chose. C'est pathétique, » se dit-elle. Alors qu'elle partait retrouver ses amis riches qu'elle s'efforçait tant de satisfaire, Kaïma payait des sommes ridicules pour s'assurer de rester dans leur cercle de riches. Un jour, dans une tentative désespérée d'éclipser ses amis riches et de consolider sa place dans leur vie, Kaïma décida d'organiser une fête somptueuse, une fête que ses amis n'oublieraient jamais. Kaïma n'était pas prête à épargner la moindre dépense. Elle a engagé les meilleurs organisateurs d'événements de la ville pour transformer le manoir de Neka en un spectacle scintillant à la tombée de la nuit. Kaïma avait dépensé près de la moitié de son héritage pour l'événement. Ses amis sont arrivés émerveillés, l'inondant de compliments et faisant semblant d'être impressionnés, bien qu'ils chuchotaient dans son dos à quel point elle recherchait désespérément leur validation au plus fort de la fête, alors que Kaïma se prélassait sous la tension. L'une de ses amies a fait remarquer avec désinvolture, « Kaïma, tu vis comme une reine, mais cette maison n'est-elle pas celle de ta défunte tante? N'est-il pas étrange que tu fasses la fête dans un endroit qu'elle a travaillé si dur à construire ?» Le commentaire, bien que prononcé avec un rire, a touché une corde sensible chez Kaïma. Pendant un bref instant, elle a ressenti un pincement de culpabilité, mais elle l'a rapidement balayé en riant, « Oh s'il te plaît, ma tante m'a laissé cette maison. Elle est à moi maintenant et je peux en faire ce que je veux. » Au fil de la soirée, l'extravagance de Kaïma est devenue le sujet de conversation de la fête. Certains invités ont chuchoté qu'elle avait ignoré les membres de sa famille en difficulté, tandis que d'autres s'émerveillaient de ce qu'elle était prête à faire pour impressionner les gens qui s'en fichaient. Une fois la fête terminée, Kaïma s'est assise dans le manoir désormais vide, épuisée mais satisfaite d'elle-même. Le désordre de la soirée était nettoyé par sa cousine Chika et la femme de son oncle Adaku, qui continuaient à travailler dans le manoir comme domestiques. Alors qu'elle était assise là, épuisée, elle reçut un appel téléphonique de son avocat dont la voix semblait si grave. « Mademoiselle Kaïma, j'ai besoin de vous parler immédiatement, il s'agit de votre héritage. » Kaïma, agacée par l'interruption, lui répondit qu'elle était trop fatiguée, lui demandant si quoi que ce soit ne pouvait pas attendre. « J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, » insista l'avocat l'informant qu'il y avait eu une découverte importante dont elle devait être informée. « Vous devez venir à mon bureau dès demain matin, dit-il à Kaïma en raccrochant le téléphone.
Kaïma accepta à contre-cœur, ne s'attendant à rien de significatif. Le lendemain matin, elle arriva au bureau de l'avocat, confiante et vêtue de sa plus belle tenue. Mais sa confiance vacilla. Lorsqu'elle vit l'expression sérieuse sur le visage de l'avocat, de quoi s'agit-il? Kaïma a demandé, essayant de paraître assertive. L'avocat a pris une profonde inspiration. Kaïma, il semble qu'il y avait une condition liée à votre héritage que nous n'avons pas correctement divulguée. Lors de la lecture du testament, votre tante Neka dans sa sagesse, a voulu s'assurer que sa richesse soit utilisée de manière responsable. Kaïma fronça les sourcils, de quoi tu parles? L'héritage m'appartient, n'est-ce pas? L'avocat hocha la tête. Oui, mais seulement sous certaines conditions. S'il s'avère que tu as abusé de ta position, traité les autres injustement ou manqué de compassion, la succession sera révoquée et transférée à ta cousine Chika. C'est ridicule, je n'ai rien fait de mal, dit Kaïma. Alors que son cœur commençait à s'emballer, l'avocat lui tendit une tablette où elle fut vue en train d'humilier Adaku devant ses amis. Il y a également de nombreux rapports de personnes que tu as repoussés dans leurs moments de besoin, y compris ta cousine Chika, dit l'avocat. Alors que le visage de Kaïma pâlissait, elle ne pouvait pas croire que sa méchanceté l'avait finalement rattrapée. Elle supplia l'avocat de ne pas lui prendre l'héritage, mais l'avocat elle informa qu'il ne pouvait rien faire. Tout ce que tu possèdes appartient désormais à ta cousine Chika, dit-il, tandis que les yeux de Kaïma brillaient d'incrédulité. Le monde de Kaïma s'est écroulé. Tout ce qu'elle avait travaillé si dur pour afficher son style de vie, son pouvoir et sa richesse lui glissaient entre les doigts. Non, ce n'est pas possible. Marmonna-t-elle, la voix tremblante, tu ne peux pas tout me prendre, c'est mon héritage. L'avocat la regarda avec sympathie mais resta ferme. Ta tante Neka a clairement indiqué dans son testament que la richesse qu'elle a laissée ne devait pas être gaspillée ou utilisée pour nuire à autrui. Tu as trahi sa confiance, Kaïma. Kaïma sortit en trompe du bureau, les larmes aux yeux. Elle avait passé des années à se moquer de sa tante, à maltraiter ceux qui l'entouraient et à se croire invincible. Maintenant, la réalité de ses actes l'avait rattrapée. Elle arriva chez elle, prête à affronter Chika, lorsqu'une voix familière l'appela. C'était sa tante Neka, qu'elle croyait morte pendant tous ces mois. Kaïma, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle resta là, figée, à regarder sa tante qui était maintenant assise dans le salon. Je pensais que tu étais morte, dit-elle, la voix tremblante, alors qu'elle réfléchissait à ce qu'il adviendrait d'elle maintenant que sa tante était toujours en vie. Tout l'argent qu'elle avait gaspillé et toutes les choses terribles qu'elle avait faites à sa cousine et à la femme de son oncle revinrent la hanter à ce moment-là, alors qu'elle se tenait là comme une prisonnière sur le point de recevoir son verdict. Le regard de Neka était si perçant. Alors que sa déception et sa colère se transformaient en une tempête silencieuse, comment as-tu pu, Kaïma, t'ai-je déjà maltraité? Demanda-t-elle à Kaïma dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. Pendant tout ce temps, tu pensais que j'étais morte sans savoir que tu avais enterré un mensonge? J'ai simulé ma mort pour voir comment tu gérais bien mes ressources en mon absence. Je me souviens que tu t'es vanté une fois que si tu étais celui qui avait la chance de posséder ma richesse, tu ferais mieux que moi et aiderais plus de gens. Alors j'ai exaucé ton souhait et t'ai donné accès à une fraction de ma richesse pour voir comment tu la gérerais bien. Inutile de dire que tu m'as complètement déçu. Kaïma se tenait là, écoutant sa tante qui ne semblait pas satisfaite de ses actions. Pour se défendre, Kaïma a accusé sa tante d'utiliser des moyens diaboliques pour construire sa richesse. Tu penses que je ne sais pas que tu es maléfique? Comment diable peux-tu avoir une sœur de sang mais tu lui parles à peine ou tu t'identifies à elle en tant que sœur? Tu m'accuses d'être méchante alors que tu es pire toi-même, dit Kaïma à sa tante Neka, qui fondit en larmes alors qu'elle commençait à parler. Tu n'as pas le droit de parler de choses dont tu ne sais rien. Ta mère m'a tout pris, mais malgré tout, j'ai quand même décidé de t'accueillir et de prendre soin de vous deux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 20 ans, Neka devait épouser un certain jeune homme. Ils étaient tellement amoureux et leur projet de mariage était déjà en cours lorsque la mère de Kaïma, Ngo, a révélé qu'elle était enceinte du même homme qui voulait épouser sa sœur Neka. Cela a causé beaucoup de confusion, car la famille a commencé à faire pression pour que l'homme épouse Ngo à la place. Neka était tellement bouleversée en voyant l'homme qu'elle aimait épouser sa propre sœur. La douleur était plus profonde qu'un couteau dans la poitrine. Kaïma était l'enfant qui résultait de cette trahison, un enfant né d'un enchevêtrement de chagrins et de conflits familiaux. Pendant des années, Neka apportait la douleur d'avoir perdu non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi sa confiance en ses proches. Pourtant, malgré la blessure que les actions de Ngo lui avaient infligée, Neka est intervenue pour la soutenir lorsque son mari est décédé tragiquement. Neka a choisi le devoir plutôt que l'amertume. Elle est devenue le pilier qui a maintenu la famille unie, assurant l'éducation de Kaïma, même lorsque Kaïma semblait la contrarier et ne pas apprécier ce qu'elle faisait pour elle. Neka avait fait semblant d'être morte pour tester Kaïma pour savoir si elle était devenue la personne responsable et compatissante que Neka avait espéré qu'elle soit,
mais le test avait révélé quelque chose de bien plus douloureux. Kaïma était une fille consumée par la cupidité, le droit et la cruauté. La voix de Neka tremblait alors qu'elle continuait. Kaïma, je voulais que tu sois meilleure que la trahison de ta mère, meilleure que la douleur que j'ai endurée. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, en espérant que tu t'élèverais au-dessus de l'amertume et de l'égoïsme. Mais au lieu de cela, tu es devenue exactement ce que je craignais, une personne qui valorise la richesse plus que les gens. La mère de Kaïma Ngozi entra dans la pièce à ce moment-là, le visage pâle, en entendant les paroles de Neka. Ma sœur, dit-elle doucement, tandis que des larmes coulaient sur son visage, je ne savais pas que tu portais cette douleur depuis si longtemps. Je pensais que tu m'avais pardonné et que tu étais passé à autre chose. Neka se tourna vers sa sœur, le regard lourd, armé de chagrin non exprimé. Ngozi, je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais le pardon n'efface pas les dommages causés. Je souhaitais seulement que Kaïma brise le cycle de la douleur, mais au lieu de cela, elle l'a amplifié. Kaïma tomba à genoux en sanglotant. Ma tante, je suis vraiment désolé, je ne savais pas, je ne comprenais pas. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, je vais changer, je le jure. Le visage de Neka s'adoucit légèrement, mais sa détermination resta ferme. Kaïma. Le changement ne vient pas des mots, il vient des actions. Pour l'instant, tu dois apprendre à tes dépens. Le manoir, les comptes et tout ce que je t'ai confié te seront confisqués. Kaïma pleurait en suppliant sa tante, s'il te plaît, ne prends pas tout. Où vais-je aller? Que vais-je faire? Demanda-t-elle à sa tante qui l'informa qu'elle devrait retourner chez sa mère. Il est temps que tu apprennes à vivre simplement et à te sortir de la pauvreté. Peut-être que l'humilité t'apprendra ce que le privilège n'a pas pu t'apprendre. Ngo, la mère de Kaïma, a tenté d'intercéder en faveur de sa fille. Sœur, s'il te plaît, elle est encore jeune, donne-lui une autre chance, dit-elle. Alors que Neka secouait la tête, révélant que lui donner plus de pouvoir ne ferait que la détruire. Elle doit faire face aux conséquences de ses actes, tout comme j'ai fait face aux conséquences d'Étienne, dit Neka, en restant sur ses positions. Les jours passèrent, et Kaïma fit ses bagages et quitta le manoir. Elle retourna dans la petite maison de sa mère où elle lutta pour s'adapter à une vie sans luxe. Les vêtements de marque, les fêtes et l'admiration qu'elle recherchait autrefois des autres avaient disparu. Tous ses amis riches la rejetaient. Kaïma n'avait plus que ses regrets et la conscience de sa chute. Dépouillée de sa richesse et de son statut, elle n'a eu d'autre choix que de faire face aux conséquences de son orgueil et de son égoïsme. C'est ainsi que Kaïma a perdu une opportunité de luxe à vie à cause de son orgueil et a été remplacée par sa cousine Chika qui était non seulement humble mais aussi compatissante. La leçon à tirer de cette histoire est que la vraie richesse réside dans la gratitude, l'humilité et la volonté d'élever les autres. Les biens matériels et la richesse peuvent aller et venir, mais le caractère, l'intégrité et la compassion laissent un héritage durable. Kaïma a appris que le droit et l'égoïsme détruisent les relations et les opportunités, tandis que le travail acharné, la gentillesse et l'altruisme construisent une vie pleine de sens et de respect. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à aimer et partager. À bientôt pour une autre histoire fascinante.